25 mm de diamètre, 13 cm de long. C'est la taille d'une cartouche de calibre 50, un monstre de métal conçu pour déchiqueter l'acier. On l'appelle le Barrett 50. C'est l'un des fusils de précision les plus puissants jamais construits. Mais son histoire cache des zones d'ombre, des chapitres sombres dont on parle rarement. Pourquoi cette arme est-elle devenue un mythe? La réponse ne se trouve pas sur le champ de bataille, elle se trouve dans sa conception. Tout commence avec la munition, la 50B MG. BMG pour Browning Machine Gun. Ses racines remontent à plus d'un siècle. Nous sommes en l'an 1917. La Première Guerre mondiale change de visage. Les avions blindés et les premiers chars apparaissent sur le front. Les balles de fusil standard rebondissent sur les plaques de métal. Elles sont devenues inutiles. John Browning entre en scène. Il prend son fusil mitrailleur 30-06 et change d'échelle. Il veut plus de masse, plus de vitesse, plus de destruction. Le résultat est une légende, la mitrailleuse lourde M de Browning. Les soldats l'appellent la Madeuse. Elle est toujours en service aujourd'hui. À l'image, un tube d'acier massif et une cadence de tir infernale. Mais pour comprendre le fusil Barrett, il faut regarder les chiffres de cette cartouche. 12,7 par 99 mm, c'est le standard au temps. Une balle de 50 BMG pèse environ 650 grains. C'est 12 fois le poids d'une munition de 5,56 mm utilisée dans un fusil d'assaut classique. L'énergie à la bouche est de 15 000 pieds-livres. Un fusil de chasse puissant plafonne à 3000. Le calcul est simple, la munition délivre 5 fois plus d'énergie qu'une cartouche ordinaire. Elle traverse les blocs moteurs, elle perfore le béton, elle déchire le fuselage des avions. Mais pendant des décennies, personne n'imagine tirer ce projectile avec une arme portative. À première vue, un projectile de DCA. Mais en réalité, une munition de précision chirurgicale. Un homme a pourtant prouvé le contraire. Vietnam, l'an 1967. Le sergent d'artillerie Carlos Adcock est en position. C'est un tireur d'élite légendaire du corps des Marines avec 93 victimes confirmées. Il réalise un bricolage improbable. Il monte une lunette de visée Unertel de 8 puissances sur une mitrailleuse lourde M2. Adcock repère sa cible, un guérillero Viet Cong. L'homme pousse un vélo chargé de munitions. La distance est de 2400 yards, soit environ 2,5 km. Adcock appuie sur la détente. Premier coup, le vélo est pulvérisé. La cible se redresse. Deuxième coup, la balle frappe en plein thorax. Ce tir reste le record du monde pendant 35 ans. La preuve est faite, le calibre 50 peut être d'une précision absolue à très longue distance. Mais il y a un problème de taille. Une mitrailleuse M2 pèse 38 kg. Ajoutez la lunette, les sacs de sable et le trépied. Un seul homme ne peut pas transporter ça. Le monde attendait une solution portable. Elle est arrivée de la manière la plus inattendue possible, par un homme nommé Ronnie Barrett. L'histoire de cette arme ne faisait que commencer. L'année 1982. Ronnie Barrett est un photographe professionnel sans aucun diplôme d'ingénieur. Son quotidien, les objectifs et la lumière. Mais sa passion est ailleurs. Il aime le tir et la mécanique des armes. Un matin, le téléphone sonne. On l'appelle pour un shooting promotionnel sur le lac Percy Priest. L'objectif, photographier un prototype de patrouilleur fluvial. Sur le pont du bateau, Barrett tombe sur 2 mitrailleuses M2 Browning de calibre 50. C'est le choc visuel. Une idée fixe s'installe dans son esprit. Pourquoi ne pas transformer cette puissance en fusil de précision? Barrett partage son projet avec un ami. Il veut fabriquer un fusil à verrou de calibre 50. La réponse de son ami tombe comme un défi. Le vrai exploit serait d'en faire une arme semi-automatique. Barrett accepte le challenge sur le champ. Il n'a aucune formation technique, pas de logiciel de conception, pas de plan industriel. Barrett dessine ses schémas à la main sur du papier journal. Il parcourt les ateliers d'usinage locaux avec ses croquis. Les patrons le rejettent les uns après les autres. Le message est clair. Si l'idée était bonne, quelqu'un de plus intelligent l'aurait déjà fait. À première vue, un amateur obstiné. Mais en réalité, un inventeur qui refuse de céder. Il finit par convaincre quelques techniciens de l'aider. Il s'enferme dans un garage. Le travail est manuel, brut, répétitif. 4 mois plus tard, le premier prototype sort de l'atelier. C'est un bloc d'acier massif de 23 kg. Les premiers essais sont chaotiques. L'arme s'enraye sans cesse. Mais elle tire. Comment dompter une munition conçue pour percer des blindés? Le secret de Barrett réside dans le système de recul court. Au moment du tir, le canon recule physiquement de 3 cm tout en restant verrouillé à la culasse. Ce mouvement absorbe l'énergie initiale. Un bras accélérateur transfère ensuite cette force à la culasse.
Elle se déverrouille grâce à une came incurvée, éjecte la douille vide et chambre une nouvelle cartouche depuis un chargeur en acier de 10 coups. Sur les images d'archives, on observe un détail crucial, le frein de bouche à double chambre. Il évacue les gaz brûlants vers la gauche et la droite. Ce dispositif réduit le recul ressenti de 70%. Entre le poids de l'arme et les ressorts amortisseurs, le choc devient gérable. Les experts comparent l'impact à celui d'un fusil de chasse de calibre 12. Les événements se sont accélérés. Barrett a réussi l'impossible. Un fusil semi-automatique en calibre 50 BMG, transportable par un seul homme. L'année de naissance de l'arme lui donne son nom officiel, le M82. Mais le succès industriel est un gouffre financier. Barrett lance la production de 30 premières unités. Il lui faut 9 mois de travail acharné pour les terminer. Le coût de fabrication explose à 8 000 $ par fusil. Il les vend seulement 2 300 $. À l'image, les registres comptables sont dans le rouge. Il perd de l'argent sur la première série. Il en perd encore sur la deuxième série, vendue 3 700 $. Ce n'est qu'à la troisième série que l'efficacité de la production permet enfin de dégager un profit. La survie de l'entreprise ne tient qu'à un fil. Le tournant décisif arrive enfin. Un magazine, une annonce publicitaire et le destin d'une arme qui va changer la guerre. Tout commence dans les pages de Shotgun News. La CIA tombe sur la publicité de Ronnie Barrett. L'agence passe commande. L'objectif est précis, équiper les Moudjahidines afghans contre l'occupation soviétique. Officiellement, Washington ne confirmera jamais l'opération. Mais sur le terrain, la réalité est brutale. Le fusil Barrett abat les hélicoptères russes avec une facilité déconcertante. Le relief montagneux de l'Afghanistan devient le terrain de chasse idéal. C'est ici que le Barrett gagne son titre de fusil antimatériel. Sa cible n'est pas l'homme, sa cible, c'est la machine. L'année 1989 marque un tournant. L'armée suédoise devient la première force régulière à adopter l'arme. Elle commande 100 exemplaires du modèle M82. Puis, le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. L'histoire s'accélère. Le corps des Marines des États-Unis a besoin de puissance. Il commande 125 unités du M82A1. À l'image, un petit bâtiment derrière la maison de Barrett. C'est ici que tout se joue. 10 employés travaillent jour et nuit. Le rythme est infernal. Les ouvriers dorment sur place pour tenir les délais. Les fusils sortent de l'atelier juste à temps pour le déclenchement de l'opération Tempête du désert. C'est le baptême du feu. Les forces de la coalition découvrent une puissance de feu inédite. Le Barrett stoppe net les véhicules. Il remplace avantageusement les canons Bushmaster ou les missiles anti-chars trop lourds à transporter. Les Marines détruisent des blindés légers de type BMP à plus de 1800 mètres de distance. Mais ce n'était que le début. Les forces norvégiennes trouvent une autre utilité à l'arme. Ils l'utilisent pour le déminage. À distance de sécurité, une balle de calibre 50 fait exploser les mines et les obus non explosés. La munition perce les parois d'acier les plus épaisses, y compris les bombes d'aviation et les obus de 155 mm. Pourtant, une découverte plus sombre émerge du conflit. On constate l'effet de la munition sur le corps humain. Le résultat est terrifiant. La balle de 50 BMG ne se contente pas de traverser, elle dévaste. La vitesse et la masse créent un canal de blessures gigantesque. Les tissus se compriment puis explosent sous la pression. À l'image, on voit l'impact, des plaies de la taille d'un pamplemousse. Les gilets pare-balles standards sont inutiles. Même les plaques de niveau 4, les plus résistantes pour l'infanterie, sont transpercées comme du papier. L'armée développera plus tard des plaques en céramique spécifiques pour les pilotes d'hélicoptères. Elles mesurent 3 cm d'épaisseur et pèsent 5 kg. C'est invivable pour un soldat au sol. Comment arrêter une telle force? La réponse est simple, c'est impossible. Même si une protection bloquait la balle, l'onde de choc tuerait le porteur. Les organes sont broyés, les côtes volent en éclats, les vaisseaux sanguins rompent instantanément. L'énergie cinétique ne pardonne pas. Après la guerre du Golfe, les Marines commandent 400 fusils supplémentaires. Barrett ne s'arrête pas là. Il écoute les soldats et améliore le design. Les nouvelles variantes sont optimisées pour les munitions incendiaires et perforantes. En 2002, l'armée américaine franchit le pas. Elle adopte officiellement l'arme sous le nom de M107. Son titre, fusil de précision longue portée. Le modèle évolue ensuite vers la version A1. L'acier laisse place au titane. Un frein de bouche pour silencieux est ajouté.
Le poids tombe à 12 kg grâce à un système de tampons hydrauliques. L'évolution était terminée. La légende, elle, ne faisait que commencer. 22 mm. C'est le calibre du monstre, mais ce sont les munitions qui font le travail. Avant d'aborder les chapitres les plus sombres, il faut comprendre la mécanique de destruction. Comment ces balles transforment-elles un fusil en artillerie de poche? La réponse tient dans l'ingénierie chimique et balistique. Pourquoi l'homme a-t-il créé une telle puissance? La réponse est simple, pour briser des records de distance et de pénétration. La munition standard s'appelle la M33 Ball. À l'image, une pointe en cuivre classique. Elle est rapide et précise, mais elle ne sert qu'à frapper des cibles sans protection. C'est la base. Pour les blindages légers, les tireurs utilisent des balles perforantes avec un noyau en acier durci. Pas d'explosion, juste de la force brute. Vient ensuite la M48 Slap. C'est une technologie particulière. La balle utilise un sabot en plastique qui se détache à la sortie du canon. À l'intérieur se trouve un pénétrateur en tungstène sous-calibré. Le projectile atteint une vitesse phénoménale. À l'image, le sabot vole en éclats tandis que la flèche de tungstène fonce vers sa cible. Son seul but est de traverser les blindages à très longue distance. Il existe aussi des munitions uniquement incendiaires, comme la M1 Incendiary. Elle n'est pas faite pour percer, mais pour brûler. Elle embrase le carburant et les stocks de munitions. On voit une explosion de flammes instantanées à l'impact. Puis les ingénieurs ont combiné les effets. La M8 API possède une pointe argentée. Elle mélange un noyau en acier et un composé chimique qui s'enflamme au contact du métal. Elle perce et brûle simultanément. Mais la véritable star est norvégienne. Son nom, Raufoss MK211. C'est une munition polyvalente haute performance. Elle contient 3 éléments. Un pénétrateur en carbure de tungstène, de la poudre de zirconium pour l'effet incendiaire et une dose d'explosifs puissants. On la reconnaît à sa pointe verte avec un anneau gris. « 1600 mètres de distance. C'est l'écart entre la vie et la mort en avril 2004. Le sergent Steve Reichert, tireur d'élite des Marines, est posté au sommet d'un réservoir de pétrole abandonné en Irak. À travers son optique, il repère un piège, un engin explosif caché dans la carcasse d'un animal mort. Pourquoi le danger était-il imminent? La réponse est simple. Une équipe de déminage arrive sur place. Immédiatement, les insurgés déclenchent une embuscade. Des tirs de mitrailleuses et des roquettes RPG saturent l'air. Reichert cible un tireur ennemi situé à 1 mile de sa position. Le premier tir échoue, le vent dévie la balle. Il ajuste sa dérive et sa hausse. Le deuxième coup de feu part. La cible est neutralisée instantanément. Mais ce n'est pas fini. Il repère 3 combattants qui grimpent des escaliers derrière un bâtiment. Ils sont protégés par un mur de briques massif. À première vue, ils sont à l'abri. Mais en réalité, ils sont déjà condamnés. Reichert utilise des munitions Raufoss, des balles perforantes et explosives. Il vise l'endroit où il estime que les insurgés se cachent derrière la paroi. Les projectiles traversent la brique. À l'image, on voit des éclats rouges jaillir derrière le mur. Le résultat est évident. Pendant les 13 heures suivantes, Reichert élimine 9 insurgés. Certains ont été abattus sans qu'il ne les voie jamais directement. Pour cet acte de bravoure, il reçoit la Bronze Star. Janvier 2008, Afghanistan. Le spécialiste Nicolas Ronstad dort au poste de contrôle Delta. Son observateur le réveille en sursaut. 4 combattants talibans sont visibles à 2100 mètres. C'est une distance extrême. Elle dépasse les capacités de réglage de sa lunette de visée. L'erreur était interdite. Pour compenser la chute de la balle, Ronstad doit viser bien au-dessus de sa cible. Dès qu'un combattant sort de son abri, le coup part. La distance est confirmée, 2100 mètres. C'est le record de longueur pour un tir de sniper américain en Afghanistan à cette date. En avril 2012, la barre monte encore. 2 équipes de tireurs d'élite australiens ciblent un commandant taliban dans la province de Helmand. La distance est de 2800 mètres. À cette portée, la balle voyage pendant 6 secondes entières avant l'impact. Les soldats utilisent des fusils Barrett M82AA. Le GPS valide la mesure.
Les 3 observateurs confirment le coup au but. Personne ne sait quel tireur a lâché la balle mortelle, mais l'objectif est atteint. Ce record tient jusqu'en 2017. Un Canadien le brise avec un tir à 3500 mètres. Pourtant, les faits sont là. Sur les 20 tirs les plus longs de l'histoire, 5 ont été réalisés avec des variantes du Barrett M82. Mais que se passe-t-il quand la technologie rencontre l'urgence absolue? Don Cook, ancien marine, travaille au service client chez Barrett. Il reçoit un appel inhabituel. À l'autre bout du fil, une unité de Marines en Afghanistan est en plein combat. On entend des détonations et des cris en arrière-plan. Leur fusil M107 s'enraye. La cause est humaine. Lors de l'entretien la veille, les soldats ont accidentellement tordu les rails du boîtier inférieur. Sans voir l'arme, Cook fait le diagnostic par téléphone. Il leur ordonne d'utiliser le bas du porte-culasse comme levier pour redresser le métal. Sur la bande sonore, on perçoit le fracas des armes. En quelques minutes, les Marines réparent le fusil. Un merci rapide, et ils reprennent le combat. Cook décrira plus tard cet appel comme le moment le plus marquant de sa carrière. Aider ses frères d'armes à des milliers de kilomètres de distance, au milieu d'une fusillade. Le fusil a prouvé son efficacité entre les mains des forces américaines. Mais ces mêmes capacités allaient bientôt changer de camp. Les événements se sont accélérés. 8 000 à 10 000 $. C'est le prix d'un Barrett M82 sur le marché civil américain. Une arme de guerre en vente libre dans presque tous les États. Ce prix et cette accessibilité ont créé un problème que personne n'avait anticipé. Une filière de trafic massive vers le Mexique s'est mise en place. Le mécanisme est simple, le prête-nom. Les cartels recrutent des citoyens américains sans casier judiciaire. Ces hommes achètent les armes légalement chez des armuriers agréés. Ils transportent ensuite les fusils vers la frontière, entiers ou en pièces détachées. Les numéros de série sont meulés. Les acheteurs déclarent simplement un vol à la police. Le piège est refermé. Comment les autorités ont-elles réagi? À première vue, une simple contrebande. Mais en réalité, un basculement stratégique total. Le calibre 50 a brisé l'équilibre des forces au Mexique. Les polices locales se sont retrouvées impuissantes. Leurs gilets pare-balles sont devenus inutiles, percés comme de simples feuilles de papier. Leurs véhicules blindés n'offraient plus aucune protection. Les cartels ont commencé à abattre des hélicoptères de la police en plein vol. La situation a empiré. Les convois de police tombaient dans des embuscades sanglantes. Les assassinats de hauts fonctionnaires se sont multipliés. Le Barrett est devenu le symbole de la puissance de feu des cartels. Seule l'armée mexicaine possède désormais le matériel pour répondre à une telle menace. Le phénomène a infiltré la culture populaire. Un groupe de musique mexicain a même pris le nom de Calibre 50, atteignant une célébrité immense. Ronnie Barrett n'aurait jamais pu imaginer un tel destin pour son prototype. 2021. Le gouvernement mexicain passe à l'offensive juridique. Une plainte au civil vise 10 fabricants d'armes américains, dont Barrett Firearms. Le Mexique réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. L'accusation est précise. Barrett sait que ses distributeurs vendent ses armes à des trafiquants. L'erreur était interdite pour les avocats. En 2022, un juge de district rejette la plainte. Le procès s'arrête net. Mais les fusils, eux, restent sur le terrain. Pendant ce temps, l'armée américaine change de direction. Elle adopte le MK22, un fusil de précision multicalibre. Son calibre de prédilection est le 338 Norma Magnum, plus précis que le 50 BMG. L'inventeur de cette arme n'est autre que Chris Barrett, le fils de Ronnie. C'est une première historique. Un père et un fils conçoivent chacun une arme adoptée officiellement par l'armée des États-Unis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2004, la Californie interdit les fusils en calibre 50 BMG. La réponse de Ronnie Barrett est immédiate et brutale. Il refuse désormais de vendre ou de réparer les armes des agences gouvernementales californiennes. Puis, il trouve la faille. Barrett développe la cartouche 416 Barrett. C'est une douille de calibre 50 rétrécie pour accueillir une balle légèrement plus petite. Les performances balistiques sont presque identiques. La loi est contournée. Le fusil reste sur le marché. Ainsi s'est achevée la bataille législative, mais l'arme continue de faire l'histoire.